Bonjour à tous. Alors, que je partage mon écran. Mmh, ça? Ouais, ça doit être ça. Hop. Ça en plein écran. Et je vais mettre long. Hop. Conversation. Voilà. Faire passer là. Ok. C'est en cours d'enregistrement, il me semble. Je vérifie. Ouais. Oui, oui, c'est en train d'enregistrer. Ok. Alors, donc aujourd'hui, on va faire ce dernier cours sur l'optique géométrique. Et puis, donc on va voir, parce qu'avec l'autre groupe, j'ai pas vraiment eu le temps. Donc on va voir si nous, on a le temps, mais je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de faire beaucoup plus non plus. Mais j'aurais voulu vous dire quelques mots quand même sur l'aspect corpusculaire de la lumière. Bon, mais le principal du cours aujourd'hui, ça va être de terminer ces descriptions donc, de l'optique géométrique, avec notamment la description du système de l'œil et des corrections qu'on peut faire sur la vision. Et enfin, un petit exemple de système optique qui est le microscope. OK. Alors, juste pour revenir donc rapidement sur ce qu'on avait vu la dernière fois et des formules à connaître notamment. Donc, on a cette formule de conjugaison, sauf s'il y a des questions, si quelqu'un a des questions avant qu'on reparte là-dessus. Mais s'il n'y a pas de questions, donc je vous rappelle donc cette formule de conjugaison hein, qui nous permet pour une lentille de distance focale f' donnée, c'est-à-dire pour une distance focale image OF' donnée, connaissant par exemple la position de l'objet, donc ici OA, eh bien on peut en déterminer la position de l'image. En fait, cette formule de conjugaison, donc, elle relie ces trois paramètres, hein, la position de l'objet, la distance focale de la lentille et la position de l'image. Connaissant deux de ces paramètres, on peut déterminer le troisième. Chose importante à retenir dans cette formule de conjugaison, hein, c'est le fait qu'on travaille avec des distances algébriques. Autrement dit, tout ce qui est compté, donc O, hein, l'origine de notre système est placée sur la lentille, et puis tout ce qui est compté à droite de la lentille va être compté positivement. Inversement, tout ce qui est à gauche est compté négativement. C'est vraiment un point important. Hein. C'est une source d'erreur récurrente hein, dans ces calculs à partir des formules de conjugaison. OK. Autre formule qui va nous être très utile aussi, c'est ce qu'on appelle la formule du grandissement. Donc là encore, on travaille toujours avec des grandeurs algébriques. Cette formule du grandissement, qu'est-ce qu'elle nous donne? Eh bien, en fait, elle nous donne le rapport entre la taille de l'image par rapport à la taille de l'objet. Donc la taille de l'image, c'est A'B', divisé par la taille de l'objet, AB.
Alors attention ici, c'est algébrique, c'est-à-dire quand c'est compté vers le haut, c'est positif. Quand c'est compté vers le bas, c'est négatif. Autrement dit, vous voyez qu'ici, le rapport ici entre A'B' et AB, eh bien, dans ce cas-là, c'est négatif, hein, puisque A'B' est vers le bas, AB vers le haut. Donc, le rapport entre les deux sera négatif. Donc, on a un objet qui va donner une image à travers cette lentille qui va être inversée. OK. Alors, on peut déterminer en faisant ici le rapport dans les triangles qu'on a ici. Eh bien que notamment, ici, le rapport entre, alors ici, j'ai pris ce triangle-là, OJ sur JB', donc c'est le triangle qui est ici, peut-être je vais le colorer. Donc OJ ici sur JB' ici, d'accord, le rapport entre ces deux quantités. Donc ça va me donner quelque chose qui va être la tangente de cet angle. Eh bien, c'est la même chose que le rapport ici entre OI et IB, qui est aussi la tangente de cet angle qui est en fait le même, hein, puisque ici on est porté par la même tangente. Donc ces deux quantités-là sont égales. Donc si on inverse cette expression-là, ça veut dire que OJ sur OI est égal à JB' sur IB. Et puis maintenant, on peut comparer. Vous voyez que ici, OI, c'est la même chose que AB. OJ, c'est la même chose que A'B'. Autrement dit, OJ sur OI, c'est la même chose que A'B' sur AB. Et puis d'autre part, ici, JB, vous voyez que c'est la même chose que OA'. Et ici, IB, c'est la même chose que OA. Donc ici, on va avoir JB' sur IB qui est égal à OA' sur OA. Et donc au final, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien que le grandissement, donc le rapport entre A'B' sur AB, c'est la même chose que le rapport des distances OA', c'est-à-dire la distance de la lentille à l'image sur la distance de la lentille à l'objet. Alors je vous rappelle hein, qu'ici on a affaire donc à des distances algébriques. Okay, donc il y a un signe. Okay, ce que je vous disais tout à l'heure, donc si ce gamma là, il est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a formé une image qui est droite, c'est-à-dire dans le même sens que l'objet. Inversement, si gamma est inférieur à 0, eh bien on va avoir une image qui est inversée, dans le sens inverse par rapport à l'objet. Donc c'est ce qu'on a par exemple sur cet exemple. Hein. Ici, vous voyez que A'B' est vers le bas, AB vers le haut. Donc, on a bien une image qui est inversée. OK. Si maintenant, on prend la valeur absolue de gamma, d'accord, donc on ne tient plus compte du signe, on prend juste le rapport des valeurs absolues ici, eh bien, si cette valeur absolue est inférieure à 1, ça veut dire que A'B' sur AB est inférieur à 1, c'est-à-dire que A'B' est inférieur à AB, c'est-à-dire qu'on a une image réduite. Elle est plus petite que l'objet. Inversement, si le grandissement est supérieur à 1, eh bien, ça veut dire qu'on a une image agrandie. OK? Voilà, donc dans certains problèmes, vous verrez, on vous donnera par exemple eh bien, cette quantité, l'agrandissement, et puis on vous donnera la distance focale de la lentille, et on vous demandera de déterminer par exemple quelle est la position de l'image, sachant que la taille de l'objet est de 2 cm. Donc, Oui, en monsieur. couplant
ces deux équations, la formule, je finis juste en couplant les deux équations, hein, la formule de conjugaison et le grandissement, eh bien, on peut comme ça trouver les différents paramètres. Oui, Par exemple, admettons que là, la taille de A' et B' et AB soient les mêmes, donc ça ferait 1. ouais, Mais vu que A', il va vers le A'B', ça va vers le bas, ça voudrait. On donc obtiendrait moins 1 du coup. tout à fait. Donc ça serait moins 1. Donc ça vient du fait que vous voyez, A'B' sur AB, c'est OA' Ah, sur ok, ok. OA. Ok, ok, D'accord? oui. Donc OA', c'est positif, mais OA, c'est négatif. Ok, ok. Donc vous allez avoir quelque chose de positif sur quelque chose de négatif. Donc ça va donner quelque chose de négatif. Monsieur, Oui, donc du coup, si le gamma est supérieur à 0, donc l'image est droite et augmentée. non. Ça dépend. Parce que ça peut être supérieur à 0 et inférieur à 1. Ça peut être un demi, par exemple. Ah oui. Oui. Hein? Oui. D'accord? Ok, merci. Ok. Bon, bah voilà. Donc après, bah, vous verrez dans les TD. Hein, après, c'est une manipulation de ces deux équations-là, finalement. Voilà, on vous donne certains paramètres. Vous pouvez trouver les autres à partir de là. Ok. Alors, ensuite, on va voir une application justement dans le cadre de l'œil et de la correction de l'œil. Alors, avant ça, donc, je voudrais vous introduire donc, une utilisation d'un paramètre qu'on appelle la vergence. Alors, en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. En fait, la vergence, ce n'est rien d'autre. Alors, on appelle la puissance des fois aussi. Donc, vous étonnez pas si des fois vous rencontrez le terme de puissance. Ça veut dire la même chose hein, que vergence. C'est juste que c'est égal à l'inverse de la distance focale image, OF'. OK? Alors, on va me dire bah, quel est l'intérêt. On va voir l'intérêt juste après. Donc, voilà, la définition est simple. Hein, la vergence, c'est l'inverse de la distance focale image. Alors, vous voyez donc du coup que plus la distance focale est grande, hein, plus la vergence va être petite. Inversement, plus la distance focale est petite, plus la vergence est grande. OK? Donc ça veut dire que, aussi que plus la vergence est grande, plus votre système focalise proche, hein, puisque la distance focale est plus petite. Inversement, plus la vergence est petite, plus la focalisation va se faire loin, puisque la focale va être grande. D'accord? Ça varie comme l'inverse de la focale. Et donc, ça donne une idée du pouvoir de focalisation, quelque part, si on veut, de la puissance de focalisation. C'est pour ça qu'on voit apparaître des fois le terme de puissance, de votre système optique. OK? Alors, comme vous pouvez le voir aussi, donc, la vergence, donc comme c'est l'inverse de la distance focale, eh bien, c'est l'inverse d'une distance. Donc, en termes de dimension, c'est l'inverse d'une distance. Donc, si vous prenez votre distance en mètres, ça va faire des mètres moins 1. Donc, pour exprimer ça, eh bien, on a inventé une nouvelle unité. Cette unité, c'est ce qu'on appelle les dioptries. On le note avec un petit delta comme ça. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de l'inverse d'un temps, c'est des secondes moins 1. Et donc, plutôt que de parler en secondes moins 1, on parle en hertz. Hein, les hertz, c'est des secondes moins 1. Bon, ben ici, ce n'est pas dans le domaine du temporel, mais c'est dans le domaine spatial. Et donc, les dioptries, c'est l'inverse des mètres. Alors, attention, hein, il s'agit bien de l'inverse des mètres. Attention aux unités, c'est important. Imaginons que je vous dise que votre système optique, il a une vergence de 5 dioptries. Donc, on le noterait comme ça. Quelle est sa distance focale? Il faut que je calcule donc l'inverse de 1 sur 5. Ça me fait 0,2. Attention, c'est 0,2 mètres.
ou autrement dit 20 cm. D'accord? Inversement, si je vous dis, j'ai une lentille qui a une distance focale de 50 cm, combien ça correspond en vergence? La première chose à faire, c'est de traduire ça en mètres. Donc, ça veut dire que ça me fait 0,5 mètres. Et à partir de là, je peux calculer la vergence. C'est-à-dire 1 sur 0,5. C'est-à-dire 2 dioptries. OK? Attention, c'est une erreur aussi fréquente que l'on retrouve. Ne traduisez pas directement la distance focale en dioptrie tant que vous ne l'avez pas convertie en mètres. Alors, ça représente quoi en fait la vergence? Eh bien, c'est le pouvoir de... Si vous imaginez une lentille convergente, d'accord? Si vous avez une petite focale, vous voyez que les faisceaux ils vont converger très rapidement. Si vous avez une grande focale, les faisceaux ils vont converger plus tranquillement. Donc, dans le premier cas, si vous avez une petite focale, ça veut dire que l'inverse, donc qui est la vergence, ça va être grand. Autrement dit, un système optique qui a une grande vergence, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir de focalisation très important. Inversement, un système optique qui a une petite vergence, eh bien, focalise tranquillement, quoi. D'accord? A un pouvoir de focalisation qui est plus faible. Ça va? OK. Alors ensuite, cette vergence, elle a aussi un signe. Oui, c'est normal puisque on l'avait vu, hein, la distance focale image, elle a un signe. Elle dépend de la lentille. Si on a une lentille convergente, le foyer image se trouve à droite de la lentille. Autrement dit, OF' est positif. OF' est positif. Donc, si OF' est positif, la vergence est positive. Autrement dit, pour les lentilles convergentes, on aura une vergence positive. Ou autrement dit, si on veut une vergence positive, eh bien, il va falloir une lentille convergente. D'accord? Ça marche dans tous les sens. Et si on prend l'autre cas, c'est les lentilles divergentes. Les lentilles divergentes, elles ont des distances focales image négatives. Le foyer image est à gauche de la lentille. Donc, la vergence est négative. On aura des dioptries négatives. Ou autrement dit, si on veut introduire dans notre système des dioptries négatives, il va falloir mettre une lentille divergente. OK, alors après, pourquoi est-ce que je vous introduis cette vergence? Eh bien, simplement parce que c'est très, très utilisé par les opticiens. Alors, tous ceux qui portent des lunettes doivent savoir que sur les lunettes, chaque type de lunette, chaque lunette va correspondre à un type de correction de la vision. Et si vous regardez les corrections qui sont indiquées sur vos ordonnances, vous allez voir que c'est indiqué en dioptrie. Il vous faut une correction de plus 2 dioptries. Ou il vous faut une correction de moins 3 dioptries. OK, alors à quoi ça correspond? Donc c'est c'est utilisé principalement pour ça par les opticiens. Alors, pourquoi c'est tellement utilisé? Eh bien, c'est parce que quand vous associez deux lentilles, d'accord, si vous accolez deux lentilles qui ont des distances focales différentes, on va l'appeler F'1 et F'2, eh bien, la focale équivalente de vos deux lentilles, ce n'est pas la somme des distances focales, mais c'est la somme de l'inverse des distances focales. D'accord? Si j'ai deux lentilles qui ont des distances focales F'1, F'2, la distance focale de la lentille équivalente,
c'est égal à la somme de l'inverse des distances focales. Ou autrement dit, si je parle en vergence, ah ben là, ça revient à l'endroit. La vergence équivalente de mon système, c'est la somme des vergences de mes deux lentilles. Donc, c'est pour ça que c'est utilisé. C'est parce que ça évite de manipuler la somme de nombres inverses qui va être tout de suite un peu compliqué à calculer, quoi. Si on parle en vergence, bon, bah, directement, j'ai deux lentilles. Une lentille qui a une vergence de 3 dioptries, une lentille qui a une vergence de moins 2 dioptries. La somme des deux, c'est 3 moins 2, 1 dioptrie. Vous voyez, ça va très vite. Si je devais le faire en distance focale, bah, j'ai une lentille donc, qui a une distance focale de 50 cm, à laquelle j'ajoute une lentille qui a une distance focale de 30 cm. Combien fait la somme des distances focales? Eh ben, calculez-moi ça rapidement. C'est pas si simple. OK? Donc, c'est pour ça que c'est utilisé beaucoup en lunetterie. Pourquoi? Parce que vous verrez tout à l'heure, donc on peut considérer l'œil comme une lentille et que donc, quand on fait de la correction de la vision, parce que la lentille de l'œil n'est pas correcte, eh bien, on va rajouter une lentille qu'on appelle des lunettes ou même des lentilles. Et donc, eh bien, ces lunettes ou ces lentilles, elles sont accolées à l'œil, en fait. On peut considérer qu'elles sont comme accolées à l'œil. Et donc, on va pouvoir ajouter directement les vergences de l'œil et de ces lunettes. OK, alors quand même, il faut faire attention. Si maintenant on imagine un système optique dans lequel les lentilles ne sont pas accolées, ça peut être le cas hein, dans un microscope, par exemple, eh bien, à ce moment-là, il faut tenir compte de la distance entre les lentilles. D'accord? Il y a une correction à introduire, et donc du coup, la formule qui va devoir être utilisée, donc c'est la vergence, c'est effectivement la somme des vergences de nos deux lentilles, mais il va falloir soustraire un terme qui est en fait le produit de la distance entre les deux lentilles par la vergence des deux lentilles. OK? Alors, vous voyez que dans cette formule-là, si la distance ici, E, entre les deux lentilles tend vers 0, eh bien, du coup, on revient à la formule précédente. OK? Bon, par contre, si la distance, elle augmente ici, ça veut dire que le terme correctif ici, il va augmenter, et donc, on ne va plus pouvoir le négliger. Ça va pour cette notion de vergence? OK. Alors, du coup, on va voir comment on va pouvoir utiliser ça ensuite, justement, pour parler des corrections des défauts de l'œil. Donc, voilà, un petit peu d'opticien, un petit peu d'optique d'opticien. Alors, avant ça, il faut que je vous parle un petit peu de l'œil. Et moi, j'aime bien parler de l'œil comme d'un système développé par les organismes vivants, qui a évolué et qui permet finalement quoi? Eh bien, de nous orienter dans l'environnement. Alors, bon, l'œil a évolué au cours du règne animal. C'est finalement l'organe sensitif qui permet aux êtres vivants de s'orienter par rapport à la lumière au départ. S'orienter par rapport à la lumière, eh bien, c'est justement pouvoir analyser dans son environnement, est-ce que la source de lumière est constante, est-ce qu'elle varie, ce qui donne une indication sur éventuellement jour, nuit, ou éventuellement sur est-ce qu'il y a quelque chose qui me passe devant. Donc pour faire ça, pour mesurer cette intensité lumineuse qui arrive jusqu'à moi, qu'est-ce qu'il me faut? Eh bien, il me faut des photodétecteurs. Donc la base de l'œil, en fait, c'est juste une région photosensible qui va être liée ensuite à l'aide de câbles, de fibres nerveuses, à un système central qui va pouvoir analyser ce flux, donc traduit en flux nerveux, de flux électriques, de flux de photons ou de flux lumineux
qui arrive jusqu'à moi. OK. Alors, bon, le truc, c'est que ici, si vous avez juste une surface photosensible comme ça, ben, la lumière, elle peut venir de n'importe où, vous allez la percevoir de la même façon, hein. D'accord? Vous n'allez pas savoir si elle vient de la droite, de la gauche, d'en haut, d'en bas, de très loin, de juste à côté. Non, vous avez de la lumière, ou vous avez moins de lumière, ou vous n'avez plus du tout de lumière. Ou d'un coup, vous avez de la lumière, vous n'avez plus de lumière, vous avez de la lumière. Mais voilà. Donc, c'est quand même assez basique comme type d'information, hein. Donc, pour que l'information s'enrichisse, eh bien, du coup, l'œil a évolué. Donc, cette surface photosensible, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a évolué dans le sens du creusement, finalement, d'une dépression. Alors, qu'est-ce que ça permet, ce creusement de la dépression? Donc, c'est l'image de droite ici. Ben, ça permet déjà de pouvoir différencier d'où arrive la lumière. Vous voyez que s'il y a une lumière qui arrive d'ici, ben, elle va arriver vers le bas de la surface photosensible, alors que si elle arrive ici d'en bas, elle va arriver vers le haut de la surface photosensible. Du coup, vous commencez à avoir une information sur la direction dont provient la lumière. Est-ce que j'ai de la lumière à droite? J'ai de la lumière à gauche? Ah, j'ai un truc qui arrive par la droite. Attention, ça arrive par au-dessus. Vous voyez, donc l'information devient plus riche quand même. Donc ça, c'est un système efficace, hein, qui est plus efficace que le précédent, donc qui va être conservé et qui va même évoluer. Évoluer jusqu'à quoi? Eh bien, évoluer jusqu'à former ici un système quasiment fermé, alors pas complètement fermé, parce que sinon il n'y a plus de lumière, donc il n'y a plus d'intérêt. Mais si vous avez ici juste un petit trou, eh bien, vous avez formé ici ce qu'on appelle une chambre obscure. D'accord? Donc, c'est quasiment une chambre noire, mais simplement, vous avez ici un trou par lequel peut rentrer la lumière. Alors ça, c'est assez efficace, hein, comme système. C'est d'ailleurs le premier système qui a été utilisé pour faire de la photographie. Vous savez que les premières chambres photographiques étaient ce qu'on appelait des caméras obscura, et c'était simplement, eh bien, une chambre noire dans laquelle on avait un trou et on avait une plaque photographique au fond sur laquelle venaient s'imprimer les images. D'ailleurs, c'est quelque chose que peut-être certains d'entre vous ont eu la possibilité de voir. Si vous avez chez vous, ou ailleurs, hein, dans un autre lieu où vous serez, une pièce noire, par exemple un cabanon. Imaginez un cabanon sans fenêtre, tout noir, et puis vous avez une serrure dans le cabanon. Eh bien, si vous regardez sur le mur du fond du cabanon, vous allez voir le paysage qu'il y a à l'extérieur. Il va d'ailleurs être inversé. Pourquoi? Ben simplement parce que les rayons lumineux issus du paysage, là, qui est à l'extérieur, des arbres, eh bien, ça va venir dans l'œil, ici. Donc, ceux du haut, ils arrivent vers le bas. Ceux du bas, ils arrivent vers le haut. Et finalement, vous allez reconstruire ici une image de ce que vous avez à l'extérieur. OK? Donc, vous voyez qu'avec ce système-là, eh bien, on commence déjà à former des images dans le fond de l'œil. Donc là, ça devient quand même beaucoup plus précis, hein. Ce n'est pas juste de la lumière avec une certaine intensité qui arrive. Là, on commence à voir des détails de ce qu'il y a. On commence à voir bouger chacun des points les uns par rapport aux autres. Donc l'information devient vraiment beaucoup, beaucoup plus riche, hein. Alors, le problème de ça, c'est que, bah, en fait, la lumière, elle arrive comme elle arrive, quoi. Donc, du coup, il faut que l'image, elle soit à la bonne distance pour former une image au fond ici, hein, ou l'image qui est au fond, vous n'avez pas vraiment de moyen de contrôle dessus, hein. Elle se forme comme elle se forme, quoi. Les rayons, ils arrivent, et puis ils forment une image dans le fond, quoi. Mais entre ce qui est proche à l'extérieur et ce qui est loin à l'extérieur,
savez pas trop dire. Hein, il y a des choses qui sont nettes, des choses qui sont floues. Voilà, il n'y a pas une grosse maîtrise. Néanmoins, vous formez quand même des images dans le fond de l'œil. Cet œil-là existe encore hein, chez certains animaux, comme le nautile. Donc, il s'est développé au fond de l'eau. Hein. Eh bien, la cavité ici qui remplit l'œil est bien sûr pas une cavité remplie d'air, mais remplie de liquide qui au départ était de l'eau de mer. Hein. Alors, avec un petit problème, c'est que ce liquide, donc du coup, si vous n'avez pas de contrôle dessus, bah, c'est le liquide qui vient de l'extérieur. Du coup, bah, si la pression extérieure elle varie, la pression dans votre liquide ici elle varie. Si vous avez un peu de perturbation à l'extérieur, ben, ça arrive dans l'œil, donc ça va brouiller l'image encore plus. Vous allez avoir ici, donc éventuellement, je ne sais pas moi, des choses en suspension qui vont être dans votre œil. Bon, ça ne va pas être super ça. Je ne sais pas, des phénomènes de diffraction qui vont se faire peut-être. En tout cas, on peut rendre le système un peu plus efficace si on peut contrôler finalement ce qu'il y a à l'intérieur de l'œil. Donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que ben, cette chambre ici, cette caméra obscura, elle s'est fermée avec ici donc la formation ici devant l'œil d'une petite membrane qui va former ensuite ce qu'on appellera la cornée, qui permet en fait de faire une cavité à l'intérieur dans lequel on va produire un liquide qu'on appelle une humeur, liquide qui sera principalement de l'eau, hein, donc qui aura un indice très proche de ce qu'il y avait précédemment hein, à partir d'eau. Ok, mais donc du coup là on a une cavité qui est stable, dont on peut même éventuellement contrôler la pression hein, de cette membrane extérieure. Du coup on a un œil qui commence à être pas mal. Alors, ce système-là a encore évolué par la suite pour essayer, je ne sais pas s'il y a eu une intention dans l'œil, mais en tout cas, au cours des essais qui se sont faits, ce qui a gagné la partie, c'est la formation finalement à partir de cellules transparentes ici, de ce qu'on va appeler le cristallin, qui est en fait donc cette forme un peu bombée comme ça, qui va nous donner quelque chose qui a l'allure d'une lentille. Ben oui, parce qu'une fois que vous allez avoir une lentille, vous allez avoir une certaine focale pour votre lentille, et du coup, vous allez commencer à avoir des images nettes. Hein. Si vous avez ici une focale fixe, donc les objets qui se trouvent à l'infini, ben, ils vont se former dans le fond de l'œil. Hein, si vous avez des rayons qui arrivent parallèles comme ça, vous allez former dans le fond de l'œil ici une image nette à une distance f'. Hein, ici, c'est O. Donc, vous avez ici OF'. Si vous avez des rayons parallèles, ils vont venir converger ici au foyer de cette lentille. Si vous avez la bonne taille de l'œil par rapport à ce cristallin, cette lentille, eh bien, si la focale du cristallin est égale à la longueur de l'œil, vous allez avoir, pour des objets qui se trouvent à l'infini, une image nette dans le fond de l'œil. Ok, le problème. Alors, ça, c'est un système qui existe hein, actuellement, notamment chez les batraciens, par exemple, comme les grenouilles. Le problème de ce système-là, c'est qu'il n'est pas adaptable, quoi. C'est-à-dire, si vous avez un cristallin qui a la bonne focale pour faire des images d'objets qui sont à l'infini, si votre objet se rapproche de vous, ben, il y a un moment, votre objet il est flou hein, dans le fond de l'œil. Donc, du coup, ben, vous n'allez pas voir toute la profondeur de champ nette, quoi. Alors, pour ça, il y a eu encore une évolution postérieure, qui est donc l'œil, notamment chez les mammifères, composé donc de la même chose quasiment, hein, donc avec cette cornée, cette rétine donc dans le fond de l'œil, une humeur à l'intérieur de l'œil, et puis ce cristallin, mais avec une amélioration, c'est que maintenant, il y a des muscles qui permettent de faire bouger ce cristallin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, eh bien, la courbure du cristallin ici, elle va pouvoir changer.
Donc, au repos, elle va avoir une certaine courbure. Et puis, quand vous allez actionner les muscles, eh bien, vous allez changer la courbure. Donc, si vous changez la courbure de votre lentille, eh bien, ça veut dire que vous allez changer la distance focale. Donc, si on repart de ce qu'on avait tout à l'heure, quand on est au repos, ben, OK, on a pour des objets qui se trouvent à l'infini, une image qui va se former dans le fond de l'œil. OK, le problème, c'est que si l'objet il se rapproche, il y a un moment, l'image, elle ne se forme plus dans le fond de l'œil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va jouer ici sur la courbure de la lentille de manière à ramener l'image ici dans le fond de l'œil. D'accord? À faire converger plus les rayons de manière à ce qu'ils se forment effectivement dans le fond de l'œil. OK, ça s'appelle l'adaptation de la vision. OK, donc ça, c'est un des gros avantages des mammifères, c'est qu'effectivement, on a cette capacité de voir des objets nets, quelle que soit leur distance. Alors, jusqu'à un certain point, parce qu'il y a un moment où quand vous rapprochez trop de l'œil, les muscles ou la courbure du cristallin ne peut plus suivre, et donc vous ne pouvez pas courber votre cristallin suffisamment pour, c'est-à-dire le déformer, c'est une déformation vraiment, pour arriver à former des images nettes dans le fond de votre œil. Ok, mais n'empêche que c'est un système très très efficace. Alors, on a en plus un petit système qui est venu s'ajouter ici, qui est en fait ce qu'on appelle l'iris, c'est-à-dire ici un cache qui vient au-dessus de l'œil comme ça, et un cache qui est variable. Donc, on va pouvoir faire varier, donc c'est la taille de la pupille d'entrée. Donc, elle va être plus ou moins grande selon la luminosité extérieure. Si la luminosité extérieure diminue, la taille de la pupille va augmenter de manière à admettre plus de rayons et garder une luminosité suffisante dans le fond de l'œil. Puis inversement, s'il y a trop de luminosité, pour éviter que l'œil soit ébloui et que du coup, on ne voit plus rien, eh bien, on va fermer cette pupille. Ok, du coup, on a un système assez sophistiqué finalement de vision. Alors bien sûr, je ne parle pas après de tout le système d'analyse de la vision, ni d'ailleurs du système de détection de ce qu'est les couleurs, de ce qu'est la vision nocturne, diurne, etc. On va rester juste sur le système optique. Pardon, c'était ici, juste sur le système optique. Donc, en gros, on va, pour nous, considérer que le système optique de l'œil humain peut être schématisé par un système très simple. Ce système, donc, il est composé d'une cornée, ici, à l'entrée de l'œil, donc qui va quand même réfracter un peu les rayons. On a une réfraction qui se fait parce que l'indice de la cornée est différent de l'indice de l'air ou de l'eau. Et donc, du coup, on a une réfraction des faisceaux ici à l'entrée. On a ici l'iris qui permet de limiter la quantité de lumière qui rentre. Et puis ensuite, on a ici le cristallin qui va être une lentille, mais pour laquelle la focale va pouvoir éventuellement varier. Et puis, dans le fond de l'œil, on a le système photosensible, la rétine, qui va permettre de détecter ces images qui sont formées dans le fond de l'œil. Ok, alors si on le traduit en termes de système optique, du coup, on va pouvoir réduire ça à quoi? Juste un diaphragme, pardon. Un diaphragme qui permet éventuellement de limiter ici les faisceaux qui vont rentrer dans l'œil, une lentille convergente, et puis finalement, dans le fond de l'œil, on va assimiler ça à un écran. D'accord? Donc, si on veut mettre ça sur un banc optique, il suffit de placer une lentille avec la bonne focale. On va voir à quoi ça correspond, cette focale. Et puis ici, on a un écran. Alors, la grosse différence quand même avec un œil avec adaptation, eh bien, c'est que la focale de cette lentille ici, elle peut varier. Okay. Néanmoins, il y a quand même une focale au repos. Quand les muscles ne tirent pas sur la lentille, eh bien, cette lentille, elle a une certaine forme. Elle nous donne des images nettes d'objets à l'infini. Et donc, elle a une focale au repos. OK. Alors, du coup, ce qu'on vient de dire, c'est que l'œil, OK, ça peut être considéré comme une lentille, mais que ça va aussi accorder ou accommoder
eh bien, ça forme à justement la position de l'objet dont on veut faire une image dans le fond de l'œil. Alors, en fait, si on regarde un petit peu les dimensions de cette chose-là, donc en fait, si vous avez un objet qui se trouve très très éloigné, on va dire à l'infini, jusqu'à ce que l'objet arrive à une distance de à peu près 5-6 mètres, eh bien, votre œil n'a pas besoin d'adapter, pas besoin d'accommoder le point qu'on appelle le punctum remotum, qui se trouve à 5-6 mètres, est le point jusqu'auquel, en fait, votre œil est au repos. OK, on n'a pas besoin d'accommodation. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous regardez un paysage qui est éloigné, vous pouvez rester des heures à regarder le paysage, votre œil ne va pas fatiguer, quoi. OK. Quand vous vous rapprochez à moins de 5 mètres, enfin, plutôt quand l'objet se rapproche à moins de 5 mètres, eh bien à ce moment-là, votre œil commence à adapter. Donc, il commence à jouer sur les muscles là pour déformer votre œil de manière à garder cette vision nette. Et puis donc, il va le faire tant que l'objet se rapproche jusqu'à une distance maximale ou minimale, si vous voulez, par rapport à l'œil, qui va être de l'ordre de 20 cm. Alors, c'est variable selon les individus, entre 15 et 35 cm. C'est ce qu'on appelle le punctum proximum. Et donc, c'est le point au plus près de votre œil pour lequel vous pouvez adapter. D'accord ? Au-delà de ça, eh bien, vous n'arrivez plus à déformer suffisamment votre œil pour que l'image se forme dans la rétine. Elle va se former en arrière. OK, alors on peut regarder, donc, si on prend la cornée plus le cristallin comme étant une lentille, la cornée plus le cristallin, ça va correspondre, donc, pour un œil au repos, à une focale qui fait à peu près 16,7 mm. OK, 1 cm,67. C'est assez précis. OK, ici, j'ai mis le nombre de chiffres significatifs pour avoir la précision nécessaire. Donc, ça veut dire que ça correspond, si je le traduis en mètres, à 1,67 10-2 mètres. 1,67 cm. Et je le mets sous cette forme-là parce qu'ensuite, ce que je voudrais calculer, c'est la vergence à laquelle ça correspond. Et donc, vous voyez que cette vergence, c'est 1 sur 1,67 10-2, c'est comme 100 sur 1,67, eh bien, ça fait 59,88, soit à peu près 60 dioptries. OK, c'est un système qui est quand même 60 dioptries, ça converge sévèrement. Vous n'avez pas des lentilles en TP qui vous permettent de faire ça. C'est un système convergent, voilà, avec vous voyez, une distance focale qui est toute petite, ça ne fait même pas 2 cm. En fait, c'est la taille de votre œil, finalement. Puisqu'on a dit que si on a un œil, qu'on considère comme étant la lentille, le système corné plus cristallin, si vous avez des faisceaux qui arrivent de l'infini, ils vont converger dans le fond de l'œil, ici, pour former l'image. Du coup, ça veut dire que cette distance-là, qui est la distance focale, eh bien, donc c'est la distance OF', c'est aussi la taille de votre œil. Donc, si vous avez un œil qui fait 1,67 cm, aucun problème, vous avez une vision correcte et eh bien, quand l'objet se trouve à l'infini, vous allez bien voir une image dans le fond de votre œil. Le problème est qu'on n'est pas tous égaux et que dans la nature, il y a des petits défauts d'ailleurs. Heureusement qu'il y a des défauts parce que c'est ça qui permet l'évolution. Si l'œil a pu évoluer jusqu'à ce degré de sophistication de ce qu'il en est aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a eu des erreurs et que ces erreurs, certaines étaient bonnes ou meilleures que ce qu'il y avait avant, plus adaptées,
Et donc, ça permet justement de pouvoir faire adapter le système. Du coup, la valeur de f' est toujours, alors je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez toujours? Je ne sais pas, est-ce que vous parlez spécifiquement de l'œil? Est-ce que… Non, mais en cas général, quoi. Que ce soit œil ou… Ben non, par exemple, on pourrait vous poser un problème de la sorte. Imaginez que j'ai un objet qui fait 2 cm. Je veux le projeter sur un écran qui est positionné à 2 mètres et obtenir un agrandissement d'un facteur 4. Quelle est la distance focale de la lentille que je dois utiliser et où dois-je la placer? OK? Donc, selon le problème qui est posé, on va vous donner un certain nombre de paramètres et à partir de là, vous allez être capable. Alors, il y a 2 équations. Donc, ces 2 équations, ça vous donne un nombre limité de paramètres de pouvoir déterminer. Vous ne pouvez pas déterminer plus de 2 paramètres à partir de 2 équations. Donc, les autres paramètres doivent vous être donnés. Mais voilà, on va vous donner soit la distance, soit la taille, soit… Vous voyez? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais… Oui, c'est bon, j'ai Oui. compris. Merci. OK. Alors, maintenant, pour certains yeux, le problème, c'est que ils ne sont pas à la bonne taille, en fait. Donc, il y a certains yeux, par exemple, eh bien, ils sont trop grands. D'accord? Ici, j'ai un œil dont la distance, ici, est supérieure. Donc, si j'appelle ça D, c'est supérieur à OF'. D'accord? C'est-à-dire que F' est ici, en fait. Bon, je suppose que O est par là, quoi. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ce qui se passe, c'est que si j'ai un objet qui est à l'infini, ou très éloigné de mon œil, l'image que va former cet objet, eh bien, va se former en amont, ici, de ma rétine derrière. Autrement dit, sur ma rétine, je ne vais pas avoir un point, comme je devrais avoir au foyer, mais je vais avoir une espèce de tache. Autrement dit, je vais voir flou. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le problème de myopie. D'accord? Ça correspond en fait à un rapprochement du punctum rebotum. Normalement, ce punctum rebotum, c'est-à-dire l'endroit à partir duquel on voit les objets nets à l'infini, se situe à 5 mètres, sauf qu'ici, eh bien, il s'est rapproché, peut même se rapprocher jusqu'à une dizaine, une quinzaine de centimètres. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que là, pour le coup, je vais voir des objets nets quand ils sont proches, mais quand ils sont éloignés, eh bien, du coup, je les vois plus nets. OK, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ici? Si je veux corriger ce défaut-là, il va falloir que je renvoie ici le foyer vers le fond de l'œil. Donc, il faut que j'agrandisse la distance focale. Autrement dit, il faut que je diminue la vergence. Autrement dit, il faut que j'ajoute des dioptries négatives à mon œil pour diminuer la vergence. D'accord? Si j'ai 60 dioptries pour mon œil, eh bien, si je veux diminuer cette vergence d'un certain facteur, eh bien, je vais devoir ajouter des dioptries négatives. Alors, combien de dioptries négatives? Eh bien, selon la correction ici, c'est-à-dire selon l'endroit où se trouve le punctum rebotum, eh bien, je vais devoir ajouter l'inverse de cette distance-là, en fait, c'est-à-dire entre 10 et 0,2 dioptries. Alors, entre moins 10 et moins 0,2 dioptries. Monsieur, Ouais. pour la myopie, est-ce que ça veut dire que l'image, elle se forme pas du coup sur la rétine, mais ça veut dire que les objets, comment dire, les objets qui sont loin, on peut pas les voir, mais pour quelle raison on peut pas les voir? Est-ce que c'est parce que ça se forme pas sur la rétine ou c'est Vous voyez le dessin là? Oui. Donc les objets qui sont loin, il y a des rayons qui arrivent parallèles à l'axe, Oui. et donc ils vont focaliser en ce point-là. Donc c'est avant la rétine. Voilà.
Donc, ils se D'accord. focalisent avant. Donc, les rayons, après, ils continuent. Donc, ça veut dire que sur la rétine, en fait, au lieu d'avoir un point, il y a des rayons qui se croisent, hein, Oui, bah, vous avez une tache. d'accord. Et ça, D'accord? c'est dû, au punctum remontum qui est C'est avant? ça. Exactement. D'accord, OK? merci. Alors, du coup, donc, pour corriger ça, donc on vient de le voir, donc il va falloir réduire la vergence, c'est-à-dire ajouter des dioptries négatives. Mais alors, du coup, si on ajoute des dioptries négatives, ça veut dire qu'il faut rajouter quelque chose qui est divergent. Autrement dit, pour corriger la myopie, on va utiliser des verres de lunettes divergents, des lentilles divergentes. Donc des lentilles qui vont avoir cette tête-là, d'accord, qui sont creusées comme ça. Alors c'est pour ça, si vous êtes myope ou si vous connaissez des gens qui sont myopes, eh bien les verres de lunettes des gens qui sont atteints de myopie sont en général assez épais. Alors, c'est pas, oui, si vous voulez, pour empêcher la convergence. En fait, c'est pour diminuer la convergence. Hein, puisque ici, on veut allonger, on veut renvoyer F' vers la rétine, parce qu'il est en avant. Donc, on veut augmenter au F'. Donc, si on veut augmenter au F', ça revient à diminuer la vergence. D'accord? Si OF' doit augmenter, ça veut dire qu'il faut que V, qui est 1 sur OF', doit diminuer. Donc, il faut rajouter un système qui vient diminuer la vergence de l'œil pour augmenter sa focale. Ok, et donc du coup, oui, c'est des lunettes qui sont épaisses parce que, enfin, en tout cas qui paraissent épaisses parce que notamment, en fait, vous voyez ici la forme des lunettes, c'est plus épais sur les bords que au centre. Hein, ça, c'est caractéristique de ces verres divergents. Alors, on peut aussi faire le calcul simple de, par exemple, imaginons que j'ai un œil, donc je vous dis, votre œil, il doit avoir une correction de moins 5 dioptries. Vous êtes myope. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, la vergence correcte de votre œil, ça devrait être 60 moins 5, 55 dioptries. Du coup, si c'est 55 dioptries qui devrait être la distance correcte, ça veut dire que mon œil, eh bien, en fait, si je calcule l'inverse de 1 sur 55, je vais trouver 18,210-3, c'est-à-dire qu'il fait 18,2 mm. Autrement dit, j'ai un œil qui est 1,5 mm trop grand. Donc, vous voyez que ça joue à pas grand-chose. Parce qu'une correction de 5 dioptries, c'est pas mal déjà. Pourquoi 60? Alors, parce que 60, c'est la vergence de l'œil normal. De l'œil où il n'y aurait pas besoin de correction, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, ça correspond à la focale du cristallin plus ce qu'on avait calculé tout à l'heure ici. C'est la vergence ça correspond à la cornée plus la focale. Pardon. La cornée plus le cristallin a une focale qui fait 1,7710-2. Donc ça correspond, j'avais dit, à peu près 60 dioptries. Oui, la vergence, c'est la puissance de convergence de l'œil, puisque c'est l'inverse de la distance focale. Si vous prenez une lentille, si vous avez une focale F'1 qui est ici, vous avez vos faisceaux qui arrivent, qui convergent vers là. Ok, donc ça, vous voyez que OF'1, il est petit ici. Donc ça veut dire que je vais avoir une vergence qui est grande. Inversement, si je prends une lentille qui a une grande distance focale, à ce moment-là, mes faisceaux, quand ils arrivent de l'infini, ils vont converger tranquillement. D'accord? Donc ça veut dire que j'ai un OF' 2 ici qui est plus petit.
Donc, ça veut dire que j'ai une vergence qui est, pardon, un OF'2 qui est plus grand, donc une vergence qui est plus petite. D'accord? Donc, plus la vergence est grande, plus le système est convergent, plus la vergence est petite, moins le système est convergent. Ça va? Monsieur, Oui, il y a juste un truc. Donc là, l'œil qui est pas, qui est entre guillemets, qui a un défaut, il est à 55 dioptries dans l'exemple. c'est ça. Mais du coup, il faut réaugmenter la dioptrie. Enfin, faudrait retrouver l'équivalent de 60 dioptries pour corriger le défaut. Bah, non, C'est on pas fait le ça? calcul dans l'autre sens, hein. Parce qu'il faudrait lui rajouter donc 5 dioptries. Non, Ah non, non, parce que lui, son non, œil, il est trop grand. Du coup, c'est... voilà. Oui, ok, ok, ok. Non, non, pardon. Ok. En fait, c'est l'œil qui est C'est juste trop une base pour grand par comparer. rapport au système de convergence qu'il utilise, quoi. Oui, oui, ok, pardon. Ok. Ok. Bon, ben voilà, ça c'était un exemple sur la myopie. Alors après, on peut prendre d'autres exemples sur d'autres problèmes. On peut avoir l'effet inverse, hein, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypermétropie. Donc c'est le contraire de la myopie. C'est un problème donc, de vision de près, pour le coup. Et donc ça, c'est quand on a un œil qui est trop court. Okay, c'est-à-dire que le point focal, en fait, il se trouve au-delà de l'œil. Donc, bah, qu'est-ce qu'il faut faire là? Bah, du coup, là, il faut ramener le point focal sur la rétine. Donc, il faut diminuer la focale. Donc, il faut augmenter la vergence. Donc, s'il faut augmenter la vergence, bah, il va falloir rajouter un système optique devant avec des dioptries positives. Donc, on va avoir ici, pour corriger ce défaut-là, une lentille convergente qu'on va mettre devant l'œil. OK? Donc ça, c'est quand vous verrez maintenant donc, la correction de votre vision, c'est plus 2 dioptries. Bah, ça veut dire qu'il vous faut des verres convergents avec une focale qui permet d'obtenir plus de dioptries. Donc vous pouvez même les calculer. Ah ben d'accord, donc si j'ai plus de dioptries, ça veut dire que mon F', il vaut 1 sur 2, c'est-à-dire 0,5. C'est-à-dire 50 cm. Ben voilà. Vous avez des lunettes, vous devez vous faire des lunettes qui ont une focale de 50 cm. Non, on ne peut pas raccourcir l'œil, hein. Ça n'en fait pas. Ça en fait pas. Donc effectivement, on va jouer sur les indices. Ouais. Ok, alors, bon, de manière, il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser, notamment par le fait que, eh bien, on peut avoir des problèmes dans l'œil qui sont des problèmes de symétrie de l'œil. C'est-à-dire qu'un œil, bon, bah, c'est rarement une sphère parfaite. Donc, on a tous des yeux qui sont un petit peu ovoïdes. Du coup, l'hypermétropie est un problème d'accommodation. Oui, bah oui, oui. Donc, on a tous des yeux qui ne sont pas parfaitement sphériques. Et puis, bah, il y a des yeux qui sont voilà, avec des gros défauts sphériques, du coup, qui vont avoir des dimensions dans un sens qui vont être plus courtes que dans un autre. Typiquement, qui vont avoir la forme, je ne sais pas moi, d'un ballon de rugby, si vous voulez. En tout cas, un truc un peu ovoïde, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire que, en fonction de si on regarde dans la verticale ou dans l'horizontale, eh bien, les points focaux ne vont pas être les mêmes dans l'œil. Du coup, bah, ça veut dire qu'on ne va pas focaliser de la même façon ce qui est en horizontal ou ce qui est en vertical. Du coup, bah, ça veut dire que au lieu d'avoir des points qui sont nets,
eh bien, on va avoir des images qui vont se déformer, s'étirer dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Ça va donc former des problèmes qu'on appelle des problèmes d'astigmatisme. L'astigmatisme, c'est le fait que l'image d'un point est un point. Donc, si l'image d'un point n'est plus un point, mais est une tache, un trait ou un… Voilà. Du coup, on peut essayer de corriger ça. Alors, comment on va corriger ça? On va définir quel est l'astigmatisme, c'est-à-dire quelle est la distance focale, si vous voulez, dans les deux dimensions, en horizontale et en verticale. Et puis, on va produire des verres, parce que ça, on sait faire. On va produire des verres qui ont les bons rayons de courbure pour corriger, eh bien, justement, ce défaut dans la verticale et dans l'horizontale. On peut devenir astigmate à cause de la fatigue devant trop d'écran. Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut devenir… Je suis pas sûr. Ouais. C'est plutôt presbyte, ouais. C'est-à-dire un défaut de focalisation pour ce qui est proche, quoi. Parce que votre œil est fatigué. Alors, c'est pas vraiment que ça abîme le cristallin, hein, c'est plus que votre œil, en fait, c'est votre œil fatigue, quoi. Du coup, en fait, il fatigue. Pourquoi? Il fatigue, c'est un peu comme si vous étiez en train de… Comme votre œil, comme votre écran, il est à 30 cm. En fait, vous accommodez en permanence. Mais vous accommodez en permanence avec une distance fixe. Du coup, c'est un peu comme si vous étiez en train de serrer quelque chose, toujours de la même façon. Il y a un moment, vous allez fatiguer quand même, hein. Donc, c'est ça, c'est dû à la fatigue de l'œil. Ouais. Et il vous a détecté un astigmatisme. Écoutez, peut-être. Peut-être qu'il y a un problème de… Je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi, je vous conseille, entre deux séances d'écran, de regarder, pour vous reposer, un paysage à la fenêtre, si vous avez l'occasion, ou en tout cas de regarder un objet suffisamment éloigné, à plus de 5 mètres, de manière à reposer vos yeux. OK? OK. Alors, voilà, ça termine ce que je voulais vous raconter sur les yeux. Je voudrais avancer un petit peu quand même, histoire d'avoir le temps de vous parler un petit peu du dernier chapitre quand même. Alors, ensuite, donc le système de lentilles. Si on est myope, on repose ses yeux en regardant des objets juste devant. C'est ça, vous fermez les yeux, je sais pas. Normalement, effectivement, si vous êtes myope, vous ne devez pas fatiguer de la même façon, hein, quand vous êtes devant les écrans. OK. Alors, on va donc regarder un système de lentilles. Si vous êtes myope et astigmate, à ce moment-là, vous avez des verres effectivement particuliers, hein, qui sont taillés de manière à avoir la correction du défaut de myopie, on va dire de manière globale, d'accord, pour ramener la focale dans le fond de l'œil. Et puis en même temps, vous allez avoir des différences en fait de rayons de courbure entre l'horizontale et la verticale. D'accord, vous n'aurez pas la même courbure de votre verre, de manière à corriger l'astigmatisme. OK, alors, du coup, on va regarder donc un système de lentilles qui est le système que vous avez dû voir en TP, donc qui est le microscope. Alors, le microscope, donc, ça va être composé d'un assemblage de lentilles. Alors,
de manière générale, on va pouvoir schématiser cet assemblage à partir de deux parties. Une partie qu'on appelle l'objectif et une partie qu'on appelle l'oculaire. Alors, l'objectif, ça sert à quoi? L'objectif, ça va servir, ça va avoir comme objectif, en tout cas, ça va servir à former une image agrandie d'un objet. Okay, donc, on va ici chercher à former, on a un petit objet, on va dire un objet microscopique, hein, puisqu'on a un microscope. Donc, un tout petit objet, et on veut en former une image agrandie. Donc, pour ça, alors si on ne veut pas le faire sur une distance trop grande, on va prendre, et puis si on veut le faire avec un agrandissement suffisant, eh bien, on va prendre une focale ici qui est courte. Okay, ça veut dire une vergence qui est grande. Si vous avez un objet ici, alors on peut prendre un exemple de valeur. Hein. Si vous avez un objet ici avec une distance OA qui... alors déjà, si OA, il est compris entre F et 2F, déjà, vous êtes sûr de faire un agrandissement. Ça vient de la formule de conjugaison. Et donc, si vous êtes suffisamment proche de F, ouais, c'est ça. L'objectif, en photographie, ça permet d'agrandir une image. Ouais. Donc, ici, si vous avez un objet qui est suffisamment proche de OF, donc vous allez pouvoir assimiler ici OA à OF, et donc vous allez avoir votre grandissement qui va être égal à peu près à A'B' sur OF. Donc, si vous prenez une focale de 2 mm ici, donc vous voyez, c'est une petite focale. Hein. Pour les objectifs, on utilise des petites focales. Alors, surtout pour les microscopes. Si vous avez parlé des objectifs photographiques, ça peut être plus grand que ça. Hein. C'est plutôt du 28 mm, du 50 mm, etc. Donc, ici, si vous formez une image pas trop loin, donc ici à 20 cm, vous voyez, ça vous donne un grandissement de 100. Okay. Donc, voilà des valeurs typiques, si vous voulez. Si vous avez ici un objectif avec une focale de quelques millimètres, que vous formez un objet à une vingtaine de centimètres, donc c'est ce que vous avez à peu près dans un microscope, eh bien, vous allez obtenir un grandissement ici qui est de 100. OK, c'est pour vous donner les ordres de grandeur. En tout cas, ce que vous pouvez retenir, c'est que ici, il faut absolument avoir pour l'objectif des petites focales. OK? Parce que c'est pour avoir un objet qui est suffisamment agrandi à une distance pas trop grande. OK. Alors ça, c'est une chose, mais ce qu'ensuite nous, on voudrait faire, c'est pouvoir regarder finalement cette image ici avec notre œil. Et même éventuellement, cette image qui a déjà été agrandie, eh bien, on voudrait pouvoir l'agrandir encore. Donc pour ça, eh bien, on va utiliser une deuxième lentille. Et cette deuxième lentille, par contre, ça va être un oculaire. Enfin, on va appeler ça un oculaire. Alors, oculaire, pourquoi? Oculaire, parce qu'en fait, on peut y mettre l'œil. Hein? Donc, quand on cherche à regarder avec l'œil, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On aimerait bien que ça ne nous fatigue pas trop l'œil, en fait. Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est que ce qu'on regarde à l'intérieur de l'image qu'on a à l'intérieur de notre microscope, là, on puisse la regarder pendant longtemps. Donc, ça veut dire que cette image, c'est bien si en fait on peut la regarder de manière à ce qu'elle forme une image au fond de notre œil sans qu'on ait accommodé à une distance de plus de 5 mètres. On va dire, on va essayer de la renvoyer suffisamment loin, quoi. D'accord? OK. Alors, du coup, quand on a notre œil ici,
il nous faut donc un objet ici qui soit à plus de 5 mètres. Mais on a formé une image ici qui est à 20 cm. Donc ça veut dire que à partir de cette image A'B', on doit former une autre image A seconde, B seconde, qui sera ensuite repris par l'œil, qui doit être virtuelle. Autrement dit, il faut ici que A'B', eh bien, il soit compris entre la position de l'oculaire et le foyer de l'oculaire, de manière à avoir une image virtuelle. Ok, mais alors du coup, ben, il faut ici donc que la focale de cette lentille-là, eh bien, elle soit suffisamment grande pour qu'on puisse placer la lentille ici, puisque ici on a 20 cm. Donc il faut qu'on puisse placer ici l'objet, enfin plutôt l'image formée par la première lentille entre la lentille et l'objet. Et puis que ben, ici, ça nous donne une image agrandie, quoi. Okay, donc les oculaires, qui vont ensuite aussi avoir des grandissements qui peuvent être différents, selon la focale ici, eh bien, ces oculaires vont avoir des focales qui sont plutôt de l'ordre de 10 fois ou plus la focale de l'objectif. C'est plutôt des choses qui font de l'ordre de la dizaine de centimètres. OK. Alors, ensuite, on pourrait... Donc ensuite, ce qu'on va regarder, c'est la caractéristique de l'image qu'on forme. Bon, ben, on sait qu'elle est virtuelle, d'accord. Quelle va être sa taille? Alors, il y aurait un moyen de calculer sa taille, c'est de reprendre ici donc, notre objet AB à travers la première lentille, il nous donne un objet A'B' avec un grandissement de une certaine valeur, 100 par exemple. Et puis ensuite, à travers notre oculaire, eh bien, cet objet A'B' va nous donner un grandissement de, je ne sais pas combien, disons 100 encore. Donc ça va nous faire en tout un grandissement de 10 000. OK. Alors, c'est bien, mais ce n'est pas très pratique finalement pour comparer les instruments entre eux, si vous faites varier la focale de l'oculaire, la focale de l'objectif. 10 cm de focale pour l'oculaire, si. C'est juste que ça me paraît grand, en fait. Ouais, je dis 10 cm, c'est l'ordre de grandeur. Ça voudrait dire qu'il faut se mettre loin du microscope pour voir après. Ben non. Non, l'oculaire. Lui, vous mettez votre œil juste derrière, en fait. Oui, oui. C'est pour Ouais. ça, je me dis que si la distance focale, elle est si grande après... Mais ce que vous regardez à travers, Ah, c'est l'image virtuelle. Oui. Ok, ouais, qu'on voit. Ce que vous regardez, c'est à seconde, B seconde. D'accord. Ok, Et à seconde, B seconde, lui, il se trouve renvoyé loin, quoi. Ok. OK. C'est difficile de se représenter en 2D, en fait. Oui, alors après, peut-être qu'effectivement, c'est plus facile de suivre si vous avez déjà une idée de ce que vous voyez dans un... Si vous vous rappelez ce que vous regardez dans un microscope, en fait. Vous voyez cette image agrandie que vous voyez à travers, ben, en fait, c'est une image qui est éloignée, qui est virtuelle et éloignée de... Oui. C'est juste qu'il faut bien se mettre ça en tête parce que c'est pas facile de se Ouais, dire que l'image, elle est au fond alors que... c'est ça. Et qu'elle peut... Alors là, bon, là, j'ai essayé de faire un truc un peu à l'échelle, mais bien sûr, ce n'est pas à l'échelle, puisque vous voyez déjà mon objectif, bah, il fait plutôt 304 cm que quelques millimètres. Mais enfin voilà, l'idée c'est quand même celle-là, quoi. L'idée c'est quand même celle-là. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ensuite, donc on va plutôt que de parler en termes de grandissement, on va parler plutôt en termes de grossissement. Et alors, le grossissement, donc c'est un rapport d'angle en fait. Alors bon, ok, c'est l'angle de quoi? Ben, en fait, donc c'est par convention, si vous prenez votre objet ici, AB, oups, voilà. Prenez votre objet AB. Ah, zut. Non, je ne sais pas. Il ne veut plus me prendre mon objet. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, voilà.
Ok, vous avez votre objet AB ici qui a une certaine taille, qui se trouve à une certaine distance de votre œil qui est en haut ici. On va définir l'angle alpha ici, d'accord, comme étant l'angle sous lequel on voit l'objet AB quand la distance OA est de 25 cm. D'accord? Donc ça veut dire si vous mettez à 25 cm, donc si vous êtes devant votre microscope, vous avez je sais pas, votre échantillon sur lequel que vous avez posé sur le microscope, vous le mettez à 25 cm. Donc ça correspond à peu près à la taille du microscope en fait. Donc si vous mettez à hauteur du microscope, quelle serait la taille angulaire de votre objet? D'accord? La taille angulaire, hein, ça veut dire c'est l'angle soutenu par la taille de l'objet ici et la distance de 25 cm. Ok, donc en fait, c'est la tangente ici du rapport, enfin plutôt le rapport AB sur AO, eh bien, c'est la tangente de cet angle. Ok, donc ici, vous avez un angle. Et puis, on va comparer à quoi? Eh bien, on va comparer à un autre angle. Donc, cet autre angle, c'est quoi? Eh bien, c'est l'angle sous lequel, ici, est vu l'objet à travers l'instrument. Donc, c'est cet angle-là, là, alpha. Donc, c'est pareil, la tangente de cet angle-là, hein, c'est le rapport entre la taille ici, A'B', A seconde, B seconde. Hop là, je suis parti. Désolé. C'est le rapport entre la taille ici, A seconde, B seconde, et la distance à laquelle il se forme. Bon, voilà, on a plutôt tendance à parler en termes de ce rapport d'angle, ou autrement dit, en termes de grossissement, hein, puisque finalement, cet angle alpha prime, bon, ben, on va dire qu'on le connaît, hein, si on connaît la taille de l'objet, ici AB, on vous donne le grossissement, ben, ça vous donne l'angle alpha sous lequel vous allez voir votre image. Ok. J'avance un peu parce que ben, du coup le temps tourne aussi. Donc, bon. Alors, pour terminer, donc, je vais vous parler d'aberrations dans les systèmes optiques. Juste pour que voilà, vous ayez un peu une idée là-dessus. Hein, donc, il y a deux types d'aberrations dont je voudrais vous parler, l'aberration chromatique et l'aberration de sphéricité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aberration chromatique? Donc, l'aberration chromatique, elle provient du fait que l'indice d'un matériau dépend de la longueur d'onde. On avait vu ça dans le cas des prismes, si vous vous souvenez, et dans le cas de l'arc-en-ciel, que en fonction de la couleur, la déviation n'était pas la même que selon que vous était dans le rouge ou dans le bleu. Pour les lentilles, ça va être pareil. Hein, les lentilles, elles sont faites en verre. Et donc, du coup, l'angle de déviation par la lentille pour le bleu n'est pas le même que l'angle de déviation pour le rouge. Autrement dit, le foyer, ici, image pour le bleu, n'est pas le même que le foyer image pour le rouge. Donc, si vous éclairez un objet, que vous le regardez à travers une lentille ou un système de lentilles, eh bien, en fait, si vous prenez une position intermédiaire ici, eh bien, en fait, vous voyez que vous n'allez pas être à un des foyers. Alors, vous allez être à un des foyers pour une couleur. Donc, par exemple, ici, ça serait plutôt le jaune. Mais pour le rouge, vous n'êtes pas au foyer, donc vous allez avoir une tache. Et pour le bleu, vous n'êtes pas au foyer non plus, donc vous allez aussi avoir une tache. Donc, en fait, au lieu d'avoir un point, eh bien, vous allez obtenir une tache colorée. Alors, quel est le moyen de remédier à ça? Le moyen de remédier à ça, alors il y a un moyen simple, c'est d'utiliser une seule couleur finalement. Hein? Si vous utilisez juste un laser avec une seule couleur, vous n'avez plus de problème de chromaticité puisque vous avez une seule couleur, donc il y a un seul foyer. Ok, mais bon, en général, ce n'est pas ça qu'on utilise. En général, on utilise des lampes qui émettent dans tout le domaine du visible, on va dire. Et donc, du coup, il y a du bleu, du rouge, du vert, quoi. Alors,
pour pouvoir corriger cet effet-là, en fait, il y a une astuce qui va consister à utiliser deux types de verres d'indices différents. En effet, les verres, en fonction des impuretés qu'il y a à l'intérieur, vont avoir des indices différents. Donc, vous avez des verres qu'on appelle des Crown, qui ont des indices plutôt de 1,5, et des verres qu'on appelle des Flint, qui ont des indices de 1,7. Donc, du coup, ça veut dire que ces deux verres-là, ils n'ont pas, ils n'introduisent pas la même réfraction pour les différentes couleurs. D'accord? Puisqu'on avait vu, hein, l'angle de déviation, il est proportionnel à l'indice, en gros. Alors, c'était à n-1. Mais... Ok, donc celui-là, il va avoir un angle de déviation plus petit que le Flint. Et si en plus, vous utilisez deux lentilles accolées ici, une lentille convergente accolée à une lentille divergente, eh bien, à ce moment-là, donc fait de deux verres différents, hein, à ce moment-là, vous pouvez vous débrouiller pour que vous renvoyiez le foyer du bleu vers le foyer du jaune, et de même, vous renvoyez le foyer du rouge vers le foyer du jaune, c'est-à-dire que vous arrivez à regrouper toutes les couleurs autour d'un même point. D'accord? Donc ça permet notamment de corriger ces aberrations de chromaticité. Donc ça s'appelle des achromas. En fait, dans la plupart des appareils photo ou des appareils d'optique de manière générale aujourd'hui, on utilise toujours des achromas. Hein, c'est vraiment un gain important sur la netteté des images. Ok, deuxième aberration qu'on peut regarder, donc c'est ce qu'on appelle l'aberration de sphéricité. Donc cette aberration de sphéricité, elle provient du fait que si vous avez un rayon qui est proche de l'axe ici, il ne va pas converger exactement au même endroit, qui va converger vers ici, et pas exactement au même endroit qu'un rayon qui est plus éloigné de l'axe, qui va converger plus tôt ici. Et donc, du coup, en fonction de la position du rayon par rapport à l'axe de votre lentille, vous allez avoir une déformation qui va se faire. Hein, ici, vous allez converger avant, ici, vous allez converger après, et donc vous avez une espèce de déformation. Donc, vous avez l'impression que en fait, les points au centre sont plus proches et les points sur les bords vont être plus éloignés. Hein. Et donc, du coup, alors, si vous voulez, un petit peu comme vous regardez dans une cuillère, mais alors, ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'une cuillère, c'est un système en réflexion. Ah, vous n'avez pas du tout compris le principe. Donc, non, c'est pas la même chose que dans une cuillère. Vous n'avez pas tout compris le principe de l'aberration. Le principe de l'aberration, je vous dis, hein, ça provient du fait que ici, quand on avait vu les prismes, hein, ou quand on a vu l'arc-en-ciel, l'angle de déviation ici pour le rouge n'est pas le même que si vous prenez, donc ça serait le rouge, et pas le même que si vous prenez l'angle de déviation pour le bleu. Donc du coup, à la sortie de la lentille, ici, vous n'avez pas les mêmes angles de déviation, donc vous n'avez pas les mêmes focales. Et puis, cet effet-là, donc il est vrai pour la couleur, mais il est aussi vrai en fonction de la position ici par rapport à l'axe. Hein, vous n'arrivez pas avec le même angle ici sur la lentille, et puis vous n'allez pas traverser la même épaisseur de lentille. Donc, quand vous allez traverser des épaisseurs de lentilles différentes, et du coup, quand vous allez ressortir, vous n'allez pas converger exactement au même point. Alors, en fait, vous voyez que vous allez du coup déformer votre image. Alors, si vous avez une lentille convergente comme ça, vous allez voir une déformation qui va être, en fait, qui va ressembler finalement à la surface de la lentille ici, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à quelque chose de bombé.
inversement, pardon, si vous êtes avec une lentille dans l'autre sens, ben, vous allez plutôt voir une déformation qui va être comme ça, en coussinet. Alors, vous avez peut-être déjà vu cet effet-là en photo. Quand vous prenez une photo en macrophotographie, vous vous apercevez assez rapidement que, ben, d'accord, un truc qui est en macrophotographie, une fleur par exemple, ben, vous voyez que le centre de la fleur, il est net, et puis les bords, ils sont un peu flous. Vous avez déjà vu ça sûrement. Donc ça, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû au fait que quand vous êtes en macrophotographie, vous êtes obligé d'ouvrir, donc d'utiliser toute la surface de la lentille pour qu'il y ait de la lumière qui rentre dans votre appareil. Et du coup, ben, vos rayons lumineux, ils vont attaquer toute la surface de la lentille, hein, du haut jusqu'en bas, et ça va créer ce type de déformation. Inversement, si vous êtes en train de photographier un paysage, donc un truc qui est très éloigné, à ce moment-là, vous allez plutôt, vous n'avez pas besoin de beaucoup de lumière parce qu'il y a de la lumière qui provient de partout dans l'environnement. D'accord? Vous n'êtes pas limité dans le champ. Votre champ, il est beaucoup plus large. Donc, vous avez de la lumière qui provient de partout et du coup, eh bien, vous pouvez fermer votre diaphragme et vous remarquerez que quand vous faites ça, eh bien, du coup, la plage de netteté de votre image, eh bien, elle est quasiment sur toute l'image. Donc, finalement, pour corriger ces aberrations de sphéricité, la solution, c'est de mettre un diaphragme. Alors, je dessine comme ça, hein. C'est-à-dire un instrument qui vient occulter les rayons qui sont sur les bords de l'image pour ne laisser passer que les rayons qui passent au centre. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours possible, hein, parce que pour ça, il faut qu'il y ait suffisamment de lumière. Mais typiquement, si vous faites de la macrophotographie, donc plutôt que d'ouvrir au maximum votre diaphragme, eh bien, apportez une source de lumière extérieure de manière à rapporter de la lumière en plus pour pouvoir fermer votre diaphragme. OK? Donc voilà, c'est une méthode pour corriger ces... Monsieur, vous pouvez répéter, le diaphragme, c'est pour... j'ai Donc pas le trop... diaphragme, vous savez, c'est un peu comme la pupille pour votre œil, quoi. Oui, ça va réduire donc Hein? l'entrée de lumière. Voilà, donc ça réduit l'entrée de lumière et ça limite en fait aux faisceaux qui sont proches de l'axe. D'accord, et du coup, ça paraîtra plus droit, Voilà, parce qu'on n'aura exactement. pas les Moins autres... déformé en fait. Ok, OK. Donc merci. par contre, vous aurez aussi moins de lumière, donc il faut trouver un moyen pour apporter plus de lumière, quoi. OK. Alors par contre, donc il est 14h45. À quelle heure on termine? À 14h45? Oui. OK. Bon, du coup, on va arrêter là, alors. Du coup, on va arrêter là. Bon, écoutez, je vais vous remercier pour votre participation et puis vous souhaiter une bonne continuation pour la suite. OK, comme les autres fois, hein, je mettrai à disposition les documents sur Eprel. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Merci, monsieur. vous aussi. Au revoir. Monsieur, Au revoir. le contrôle et l'examen final, il aura lieu sous quelle forme pour vous? Un QCM, je crois. D'accord. Et c'est QCM avec des exercices et questions courtes, c'est ça? C'est ça. Oh, D'accord. ouais, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous allez mettre des annales à disposition ou pas, monsieur? Ah, ça, je peux. Non. Je crois pas que ce soit prévu. J'ai pas de. Alors, c'est pas moi qui gère le cours, donc je m'occupe pas trop en fait de ça, mais je crois pas qu'il y ait d'annales.
D'accord, merci. Si tu en veux, demande à Monsieur Célito. Je pense que Ouais. si tu lui envoies un mail en lui demandant que tout le monde aimerait bien en avoir, il y a moyen qu'il en mette un. Ouais, mais on lui avait demandé déjà. Et D'accord. il avait dit non? Ben, en fait, c'est pas ça. Il a dit comme il est nouveau, il a pas et que le programme il a été remodelé et il a Ah oui, pas. Ah oui, il n'a pas Ah, d'accord. ok. de base de Après, données, on quoi. peut ouais. Ok, ça marche. Bah, merci. Bon. De toute façon, bon, ouais. Comme c'est nouveau, effectivement, on va adapter. Ok, merci beaucoup. Au Ok. revoir, monsieur. Au revoir.